Et il y en avait, c'était vraiment des vrais suprémacistes blancs. Ils avaient un fusil d'assaut dans le bus, parce qu'on sait jamais. Tu vois l'ambiance. Ouais. Et moi, tu vois, j'essayais à l'époque, j'étais encore naïf, j'essayais d'engager la conversation. Mais oui, mais vous comprenez, moi, je parlais un peu d'idéaux sociaux, tu vois, qu'on a en France, etc. L'éducation gratuite, la santé gratuite. Et eux, ils me regardaient en disant, mais tu vis dans un T'es monde... un alien, quoi. Ouais, t'es un alien, ouais. T'es naïf. Donc, ouais, une certaine hostilité que j'ai assez mal vécue, quoi. Je voyais les premières casquettes MAGA à l'époque. Je voyais beaucoup de t-shirts de la NRA, le lobby des armes aux États-Unis. Tu te sentais comment en fait par rapport à ça ? C'était quoi ? C'était malaise ou est-ce que justement tu te sentais pas moi j'hallucinais. safe ? En fait, moi c'était une Amérique que je connaissais pas très bien à cette époque-là, quoi. Et moi je voyais un truc se former, tu vois. Et comme je te dis, on est en pleine campagne de Trump, donc il y avait un espèce de mouvement qui se crée à cette époque-là, et les langues se déliaient, etc. Et moi je me suis trouvé en terrain hostile complètement, quoi. Et en fait, il y avait très peu de gens sur cette tournée de Techos avec qui j'arrivais à parler de ce malaise que je vivais, quoi, moi, à ce moment-là. À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements, Emballé. mes bouquins. La vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. Un coup de foudre à Paris, une valise pour le Texas et une carrière musicale qui, de fil en aiguille, l'emmènera aux quatre coins du monde. À l'origine, Romain Garnier, il n'avait pas vraiment de grands plans. Juste l'envie de suivre son cœur et de voir ce que l'Amérique avait à lui offrir. 12 ans plus tard, le pari a porté ses fruits. Des tournées internationales, une vie d'ingé son aux côtés de groupes mythiques, une maison dans le Midwest et aujourd'hui une nouvelle vie à Los Angeles. Mais derrière les projecteurs, il y a aussi les doutes, les décalages culturels, les longues absences. Et cette question qui revient en boucle, où est-ce qu'on se sent vraiment chez soi quand on a vécu entre deux mondes ? Dans cet épisode, on parle d'amour, de musique, d'identité et des coulisses du rêve américain. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Ah oui, et moi c'est Anne-Fleur Andrely. Allez, c'est parti, let's go direction Los Angeles. Donc je me présente, je m'appelle Romain, j'ai 43 ans et j'habite aux États-Unis depuis 12 ans et Los Angeles depuis 3 ans. Donc j'ai pas mal bougé pendant ces 12 années. On aura l'occasion d'y revenir, je pense. Je viens de la région parisienne en France, des Yvelines plus précisément, et je suis ingénieur du son spécialisé dans le live, donc tournée, voyage, etc. Donc je vois du pays, exactement. Du pays et même du monde, hein, parce que je te suis sur Instagram et je sais que tu voyages un peu partout. Avant de raconter tout ton parcours, on va revenir en détail sur tout ça. On s'est rencontrés il y a 6 mois, un truc comme ça, dans un lieu un peu mythique de la musique aux États-Unis, à Red Rocks, dans l'amphithéâtre. Je sortais de ma séance de sport et je pouvais presque plus respirer. Et toi, tu venais justement pour assurer le show le soir même, c'est ça ? Effectivement, je te suis sur les réseaux et j'ai vu que tu étais dans les parages. Du coup, je t'ai contacté et moi j'étais là avec un groupe. Et on faisait le concert du soir, et donc moi j'étais là le matin pour l'installation, la balance, etc. Et vu que tu étais là, j'en ai profité pour t'interpeller sur les réseaux et se rencontrer. Et ouais, effectivement, Red Rocks, c'est un lieu mythique. C'est l'une des quelques salles de concert
aux États-Unis et dans le monde qui est iconique, qui est vraiment unique parce qu'elle est creusée dans la roche, quoi. Quasiment, c'est un amphithéâtre au milieu des montagnes du Colorado. Donc c'est superbe, c'est un endroit magnifique et j'ai eu la chance d'y travailler quelques fois. Et ouais, toujours un plaisir de venir à Red Rocks, effectivement. Oui, alors je vais faire une parenthèse dans la parenthèse. Tu as été l'ingé son sur les tournées de Backstreet Boys. On y va direct. Ouais, si tu veux, on peut, pendant 10 ans, depuis 2015, en fait, j'ai travaillé avec eux. Et on a fait. J'ai fait. Sur ce qu'ils faisaient aux US ou dans le monde en général? Alors, si tu veux, on peut commencer direct là-dedans. Ouais, j'ai commencé effectivement la première tournée que j'ai fait avec eux. Je me suis retrouvé sur une tournée Asie, Australie, Océanie, quoi. Et donc, j'ai commencé mon premier concert avec les Backstreet Boys dans la tristement célèbre ville de Wuhan, en Chine. Donc ça c'était en 2015 et ensuite donc voilà, j'ai fait cette tournée là. Ensuite on a fait une résidence à Las Vegas qui a duré 2 ans et ensuite qui a enchaîné direct sur une tournée mondiale en 2019, interrompu par le Covid et repris en 2022 jusqu'il y a 1 an et demi, 2023 ouais. Et donc effectivement 46 pays je crois au total et trop bien. Ouais, ils sont internationaux, donc avec ce genre de groupe tu vas partout quoi US, Europe, Asie, Amérique du Sud, etc. Donc effectivement, moi effectivement le voyage, on va aussi en parler. Ouais. C'est partie intégrante de ta vie. Complètement, ouais. Et ce job qui m'est tombé dessus un peu par hasard aussi, ça a été l'occasion de voir le monde entier. Ça l'est encore et c'est une chance extraordinaire. Après, parfois il y a des inconvénients, mais dans l'ensemble, c'est vraiment une grande chance, ouais. Trop bien. Écoute, on va y revenir. J'en profite pour t'accueillir officiellement. Bienvenue dans French Expat, Romain. Aujourd'hui, on va du coup dérouler un peu ton parcours. Alors, si mes calculs sont bons, donc ça fait 12 ans que tu es aux États-Unis, donc depuis 2013. À quel moment est-ce que tu as rencontré Julia à Paris, du coup ? Plus précisément, toute fin 2012, donc je la compte même pas. Donc c'était décembre 2012 et plus exactement que je suis arrivé ici. En fait, j'ai rencontré Julia, donc mon épouse américaine, pas très longtemps avant, quelques mois avant, en fait. Raconte comment s'est passée la rencontre. Ouais, en 2012, donc mars 2012. Oui, d'accord. Ouais. Un ami, donc moi j'habitais à Paris à ce moment-là, du quartier Belleville, Butte-Chaumont, etc. Des très belles années. Et donc un ami à moi m'appelle pour aller boire un coup et il me dit qu'il est avec des amies américaines, voilà. Et donc je vais boire un coup et Julia était là et ça a été un coup de foudre. C'est vrai, la terre s'est arrêtée de tourner. Ça a été très vite, ouais, ça a été très vite. Et donc voilà, quoi. Elle faisait quoi à ce moment-là ? Elle étudiait en France ou elle était en vacances ? C'était un programme d'échange et elle faisait, elle étudiait, elle donnait aussi des cours d'anglais à l'époque dans un lycée parisien. Donc elle était là pour 1 an et elle en était à peu près à la moitié de son année d'échange, quoi. Et donc voilà, quand on s'est rencontrés, ça a été quasiment instantané, donc très vite on est tombés amoureux l'un de l'autre. Elle s'est installée chez moi au bout de quelques semaines. Ah oui, d'accord. On était à fond, ouais. Et donc t'as su que c'était sérieux tout de suite ? Ouais, tous les deux, ouais, ça a été assez clair, quoi, ouais. Et donc on a passé 6 mois, même pas, jusqu'à août, ensemble de manière très passionnelle. Et donc je savais que son visa allait expirer et que en fait elle était déjà inscrite à l'université. Elle allait faire un poste, comment ça s'appelle, grad school. Donc c'est un master en fait, ou une thèse ? Ouais, c'est ça.
Et donc, elle me disait que de toute façon, elle était déjà inscrite, que c'était voilà, comme ça qu'il fallait qu'elle retourne faire son grad school. Voilà. Donc, en fait, moi, très vite, je lui ai dit, bah, écoute, pourquoi pas éventuellement te rejoindre là-bas, quoi. Enfin, voilà. On verra au terme de ces quelques mois parisiens. Voilà. Et bon, voilà quoi. Elle retourne aux États-Unis en août. C'est un déchirement et moi, je regarde toutes les manières de pouvoir ensuite la rejoindre. Elle est installée où à ce moment-là, à Oui, ouais, l'université? bonne question. Ouais, ouais. Alors de base, elle est de Saint-Louis dans le Missouri, donc le Midwest. Mais elle allait à l'école à Corpus Christi, Texas. Donc c'est une ville tout au sud du Texas, pas loin de la frontière mexicaine, sur le golfe du Mexique. J'insiste sur Mexique. C'est pas le golfe des Amériques. Ok, d'accord. Donc au bord de l'eau. Donc bref. Et donc voilà. Donc elle part là-bas. Moi, je regarde toutes les options pour y aller. Je voulais pas y aller à l'arrache en mode touriste parce que c'était que du coup, je serais bloqué pendant 3 mois. Et puis moi, je voulais en fait, je voulais avoir une vie, je voulais bosser. Et voilà. Donc en fait, alors un petit retour en arrière. Moi, en fait, à ce moment-là, j'étais un peu en reconversion professionnelle. J'étais musicien pendant longtemps et à ce moment-là, je faisais une école de son pour devenir ingénieur du son. Et en fait, là, ça a coïncidé avec la rencontre avec Julia. Donc moi, j'ai fini cette école à ce moment-là. Et donc, j'étais éligible pour un stage. Et en fait, je me suis renseigné donc, pour les visas J1. Chien. Voilà, tout à fait. Le visa stagiaire. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est beaucoup plus facile quand tu sors d'une école parce que l'école peut te sponsoriser. En bref, tu as le statut de stagiaire, voilà, potentiel, quoi. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé à Corpus Christi, au Texas, via des amis de Julia, une salle de concert qui était dans le downtown de Corpus Christi qui m'a dit très gentiment, on n'a pas besoin de grand monde, enfin on cherche pas spécialement quelqu'un, mais vu que c'était l'un des profs de Julia qui m'a dit, écoute, il va arranger, voilà, il va faire les papiers, machin truc. Trop bien. Ouais, carrément. Et donc voilà, donc décembre 2012, donc 5-6 mois plus tard, donc on a eu 5 mois de relations à distance. Ouais. Qui ont été. Ça a été comment ces 5 mois? Ah, c'était après, difficile, mais moi, la passion. Moi, en fait, ce que je voulais absolument la rejoindre coûte que coûte, quoi. C'était vraiment un truc. Tout le process du visa J1 qui a pris un peu de temps, ça me rendait ouf, quoi, parce que je voulais vraiment partir, quoi. Moi, j'étais prêt. Ouais, moi, j'étais prêt à vraiment tout balancer, tout quitter, faire ma valise et partir, quoi. Et tu partais avec quoi comme intention? Enfin, je veux dire, tu partais, tu vois, pour ton stage en te disant, on va faire ses études, puis après on rebouge, ou tu... Honnêtement, je peux pas dire que j'avais un plan très précis. Tu vois, je suis parti principalement par amour. Et après, je me suis dit, je sais pas, j'ai laissé parler mon instinct et c'est vrai que je suis un peu, je fais confiance à mon intuition, on va dire. Et en fait, je me suis dit, voilà, je commence une nouvelle carrière. En fait, tout semblait prêt pour une nouvelle phase dans ma vie, tu vois, une nouvelle rencontre, une nouvelle carrière entre guillemets, tu vois. Ouais, tout nouveau chapitre. Ouais, un nouveau chapitre. Donc tout était là pour me dire, tous les signes étaient là. Bon, tu peux commencer un nouveau truc. Ça a l'air de bien se goupiller, quoi. Et on verra ce qui se passe, quoi. Tu étais déjà allé aux États-Unis avant ça ou c'était ta première expérience? Ouais, très vite fait. J'étais allé l'année passée d'ailleurs, en 2010-2011, j'étais allé pour la première fois à New York comme J'allais dire un New York, touriste, les Français ils vont toujours à New York. comme un touriste français. Ouais. Et j'avais fait une petite balade Philadelphie, New York, Montréal, Boston, quoi. J'avais fait une petite balade sur la côte est. Ouais. Donc ouais, non, effectivement, je connaissais pas plus que ça les États-Unis. Et bon là, évidemment, le fin fond du Texas, ça avait rien à voir avec ce que j'imaginais. Mais plutôt exotique, en fait, plutôt sympa parce que des paysans, il faisait beau, t'as la plage, enfin c'est pas une plage, c'est pas terrible comme plage, mais bon, t'as quand même la mer. Et quand tu viens de Paris, t'accueilles le changement, tu vois, de manière favorable. Donc c'était plutôt
plutôt sympa. Après, c'est une ville qui est un petit peu étrange, quoi. C'est une ville très étudiante, Corpus Christi. Ouais, alors c'est connu pour spring break, c'est-à-dire qu'il y a vu que c'est au bord de la mer, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent passer spring break sur la plage. Mais moi, je sais que la première fois que je suis allé à la plage là-bas, j'ai pété un plomb parce que c'était un parking, quoi. T'avais les pick-up trucks garés les uns à côté des autres et ils faisaient du tailgate, tu vois. Ouais, d'accord. Et ça, Ouais. j'ai dit, mais c'est une plage, c'est pas ça, quoi. C'est pas des bagnoles garées, c'était un parking, quoi. Et il y avait un petit endroit qui était séparé pour ceux qui voulaient se baigner, enfin pour qui ressemblait à une plage normale, quoi, serviette, D'accord. machin truc. Mais bon, c'était clairement les bagnoles qui avaient la majorité Qui prenait la place, de quoi. l'espace, quoi. Ouais. Ouais, Et, d'accord. donc ça m'a un peu calmé sur mes rêves de palmiers et de plage, quoi. Il y a souvent un vrai sujet, tu vois, genre quand moi j'ai rencontré mon mari à l'étranger et puis après on est allé en France, donc dans le sens inverse de toi, puis après on est revenu aux États-Unis. Mais est-ce que ça a impacté justement votre relation, en fait, tu vois, d'avoir une partie vous vous êtes rencontrés en France chez toi, entre guillemets, tu vois, genre un pays que tu sais naviguer, et puis vous continuez finalement votre relation très rapidement après dans un pays étranger qui est son pays mais qui est pas non plus sa région natale. Comment ça a affecté vos relations de couple? Enfin, je sais pas, comment ça s'est passé? Ouais, bonne question. Ouais. C'est vrai que quand on était à Paris, j'étais chez moi et je maîtrisais en fait la situation. Je lui montrais des trucs. C'était vraiment un plaisir de partager mon pari avec elle, quoi. Et effectivement, arrivée là-bas, elle a un peu culpabilisé parce que elle s'est dit, je l'emmène dans un trou, quoi, perdu. Ah ouais, d'accord. Elle avait peur que tu t'épanouisses pas là-bas? Elle avait peur que je me barre, quoi, surtout. En fait, elle avait peur que je retourne en France et que je lui dise, mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi tu m'as amené où? Ouais, exactement. D'accord. Donc elle a un petit peu culpabilisé. Moi, bizarrement, j'ai passé. Ça a été plutôt agréable dans le sens où c'est. Bon, après, je te raconterai aussi professionnellement, il s'est passé pas mal de choses à ce moment-là. Mais en fait, le changement de décor m'a plu et ça, c'était pas forcément. Après, je savais que c'était temporaire parce qu'elle y faisait ses études. Et on savait qu'après on allait partir. C'est vrai que je me serais pas vu vivre à Corpus. Tu te projetais pas à vie, pas quoi. du tout. Je savais que c'était un moment, voilà, c'était une parenthèse, c'était temporaire et puis voilà. Mais effectivement, ouais, la dynamique du couple, en fait, c'est vrai que ça a un petit peu changé parce que j'étais moins en contrôle, quoi. T'es plus dépendant d'une certaine j'étais manière. un petit peu plus dépendant, effectivement. Après, je peux aussi parler d'une crise en fait qui est apparue très rapidement au début de notre vie au Texas. En fait, c'est que faire face en fait au système de santé américain. Donc, Julia a une maladie auto-immune, quoi, qui lui demande des soins réguliers, etc., et une assurance robuste, donc chère. Et en fait, à ce moment-là, quelques mois après mon arrivée, en fait, elle a eu donc une flare, donc une crise, quoi, qui fait qu'elle avait besoin d'aller à l'hôpital, etc. Et en fait, on s'est vite confronté à. Enfin, j'ai vu en fait le système américain qui est basé en fait sur la rentabilité, le profit, etc. Et en fait, on gagnait assez peu d'argent. Elle était étudiante et moi j'étais stagiaire, donc on gagnait que dalle, quoi. Et c'est vrai que les coûts, d'un seul coup, ça nous a. Moi, moi, je suis un peu, tu vois, comment dirais-je, je suis attaché. Enfin, je me suis rendu compte que j'étais vraiment attaché au système français à ce moment-là, et en me disant, mais c'est pas possible d'accepter ce genre de choses, machin truc, faut se rebeller. Parce que c'était quoi, en fait? On entend souvent les gens dire non, vas-y, n'appelle surtout pas d'ambulance, je préfère
y aller en Uber parce que ça va me coûter une fortune. C'est ce genre de choses-là que tu veux dire qui t'a choqué ou... Heureusement, il n'y a pas eu d'urgence ambulance ni rien, mais c'était juste des factures il y a eu quelques passages au ER, aux urgences, qui effectivement avec des factures assez salées derrière, quoi. Et moi, je me disais, mais c'est pas possible, le système, etc. Donc en fait, déjà, elle culpabilisait de m'avoir amené ici. Ensuite, on était tabassé par le système de santé derrière. Et il y a eu un petit, ça n'a pas été une fracture, mais disons qu'il y a eu un premier, disons que ce retour à la réalité, tu vois, la phase de passion, etc. La lune de miel était terminée. La lune de miel était un peu terminée parce que en fait le système américain nous a vite rappelé à l'ordre, tu vois. Et ça, c'est arrivé très vite. Et donc, et en plus, tu vois, moi, je comprenais rien au système de santé, de PPO, de out of pocket, de machin truc. Et en fait, Julia était malade et en fait, elle devait tout gérer. Les papiers, les assurances, etc. Et c'est vrai que ça a été compliqué à ce moment-là parce que moi, je comprenais rien à ce qui se passait, quoi. Ouais. À part, c'est frustrant, en fait. Ouais, c'est T'as super envie frustrant. de participer, d'aider et tout. Et moi, à part gueuler contre le système américain, je faisais pas grand-chose, tu vois, pour l'aider parce que j'étais un peu paumé, quoi. Ouais, voilà, il y a eu cet épisode qui a été un petit peu difficile et qui a du coup enfin voilà, on a survécu et tout va bien aujourd'hui, mais c'est vrai que ça a été une petite douche froide en arrivant, quoi. Ouais, je comprends, tu m'étonnes. Et alors, donc du coup, tu arrives en J1 pour un stage de quoi, 6 mois, un truc comme ça ou... Ouais, j'avais demandé le maximum, donc 1 an. Donc du coup, tu t'arrives pas en te disant tout de suite, bon, faut que je trouve déjà la prochaine option. Comment il se passe ce stage dont ils ont pas vraiment besoin de toi, mais ils t'accueillent? Ah, ils ont été super sympas, ouais. Non, ils ont fait une place pour moi et c'était très marrant parce que moi, je bossais du coup dans une salle de concert peu moyenne, enfin, ça c'était 600 places, quoi. Dans le downtown de Corpus, quoi. Et en fait, ils ont été très sympas, ils m'ont donné des trucs à faire. Donc moi, je branchais des câbles, des machins, j'assistais l'ingé en chef, quoi. Et donc voilà, quoi. Et donc moi, très vite, en fait, j'ai vu passer toute la communauté des musiciens de Corpus parce que c'était pas une ville très très grande non plus. Donc en fait, c'était marrant parce que en quelques mois, je connaissais tout le monde. C'est-à-dire que j'allais au Guitar Center, donc la chaîne de musique, de magasins de musique aux États-Unis. Et je réalisais que tous les vendeurs, je les connaissais déjà parce qu'ils étaient passés par la salle de concert. Donc c'était très, très marrant. Excellent. Non, en fait, j'ai fait 1 an chez eux. Et en fait, très vite aussi, au bout de quelques mois, il y a du coup un studio, un ingé son de cette ville-là qui est passé par cette salle. Et donc on a discuté, il m'a dit ouais, j'ai un studio en ville, passe le voir, un de ces quatre, quoi. Il m'a donné sa carte de visite. Et ça, c'est la rencontre qui a fait tout basculer pour moi professionnellement parce que donc j'ai gardé sa carte de visite quelques jours ou quelques semaines en me disant ah, faut que je l'appelle. Et donc je l'ai appelé. Je suis passé à son studio. Et on discute. Lui, il a grandi à Denver, justement. Il a vécu à Chicago, New York, etc. Il a été l'ingé son perso de R. Kelly pendant ses années à New York. Pardon, à Chicago. Okay. Donc, mec bien connecté. Ouais, donc mec bien connecté. Et donc, il a un studio. En fait, sa femme a de la famille au Texas et ils ont décidé de partir un peu de la grande ville et de se poser au fin fond du Texas et donc lui ouvrir son studio, etc., quoi. Et bref, on discute et il me fait ouais, j'ai un assistant qui vient de partir. Est-ce que ça te dit de bosser avec moi au studio, quoi? Et je lui fais ouais, bien sûr. Là, je suis en visage I1, machin truc, avec cette salle de concert, mais je peux faire des heures avec toi. Ce sera un peu au black, quoi, pour l'instant, mais avec plaisir. Bon, bref, entre-temps, l'année se finit à la salle de concert. Et là, je passe à full-time au studio et donc je bosse pendant 2 ans avec lui. Et comment t'as fait, du coup, d'un point de vue immigration? Carte verte. Parce que ton J1... Ah non, oui, non. Alors, oui, effectivement.
Ouais, il y a des étapes que je saute du coup. Donc en fait, Julia et moi, à part les histoires de santé, les petites histoires de santé, mais bon, on a vite su qu'en fait c'était bon quoi. Je veux dire, on savait que c'était bon. Il n'y avait pas de doute sur votre couple. Ouais, voilà. Et en fait, c'est vrai que le J1, c'était un peu la période d'essai. On s'est dit, je viens aux États-Unis, j'ai un J1, donc on n'est pas, on signe pas un truc sur des années, quoi. Mais on a vite su qu'en quelques mois, c'était bon. Donc, mariage. Donc, on s'est mariés cet été-là. Et donc, carte verte, green card très rapidement après, quoi. Avant que tu nous racontes du coup la suite de cette aventure, ils ont réagi comment dans votre entourage à la rapidité finalement des événements entre le moment où vous vous rencontrez et le moment où tu pars aux États-Unis? Il se passe quoi, 6 mois et puis c'est quoi, 6, 8, 10 mois plus tard vous vous mariez? Comment est-ce que la nouvelle est accueillie dans vos familles respectives, dans vos entourages? C'est vrai qu'en rétrospectivement, ça a été vite. Mais j'avoue qu'à l'époque, c'était pas du tout. Ça te paraissait logique? En fait, ça paraissait complètement naturel et facile, quoi. Et c'est vrai que nos deux familles, en fait, ils ont accepté la nouvelle de manière tout à fait positive. Et enfin, il n'y a pas eu du tout de. Ils n'ont pas été surpris ou. Non, franchement, ils n'ont pas été surpris. Ou alors, s'ils l'ont été, ils nous l'ont caché. Non, mais ça a été, franchement, ça a été super. Les parents de Julia sont des gens très généreux, très gentils, et ils ont accueilli. On a fait le mariage chez eux, donc cet été-là, et franchement, ça a été super, quoi. Il y a eu aucun problème. Ma mère avait fait le voyage pour l'occasion. Non, mais il n'y a pas du tout eu de. Ça a pas eu. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de frein ni rien. C'est vrai que quand on y pense aujourd'hui, ça a été vite. Mais quand t'es en plein dedans, tu réalises pas vraiment. Non, et puis je sais pas. Après, quand c'est évident, c'est évident. J'ai envie de te dire. Et pour nous, c'était évident, et tout le monde nous a suivis dans notre truc, quoi. Bah, c'est génial, trop bien. D'accord. Donc du coup, vous vous mariez. Félicitations, du coup ça fait 11 ans du coup, c'est ça ? Vous vous mariez, du coup toi tu continues avec ce studio une fois que tu as ta carte verte, ta carte de résident permanent, et tu bosses avec lui pendant 2 ans, c'est ça que tu me disais ? Ouais, du coup 2 ans, 1 an et demi, quoi, et donc je bosse avec lui, enfin ça devient mon job plein temps, quoi. Et donc lui est très connecté, lui fait aussi des tournées, donc c'est Dylan, hein, je vais le nommer parce que c'est un mec qui a changé ma vie quand même. Donc lui fait aussi des tournées, donc quand il est pas là, c'est moi qui gère le studio, quoi, qui fait les sessions, etc. Et effectivement, au bout d'un moment, là on est en 2015, et il me dit, écoute, est-ce que ça te dit de partir en tournée avec les Backstreet Boys, justement. Tu connaissais le groupe ? Ouais, bah moi je suis un enfant des années 90, et à l'époque j'ai fait quelques booms avec du Backstreet Boys en D'accord, trop bien. Après c'était pas ma cam, mais ouais, évidemment je les avais vus passer. Je pensais pas qu'ils existaient encore, d'ailleurs. Je pensais qu'ils étaient morts et enterrés, mais en fait en France, ils n'ont pas eu, à part un ou deux tubes, ils ont vite disparu, mais dans le reste du monde, notamment en Allemagne, où ils ont un énorme fanbase, quoi, et ouais, carrément. Et puis aux États-Unis, partout, quoi. En France, on avait nos boys bands français qu'on a mis en avant par rapport. Ouais, là, exactement. Les quotas des radios, etc., qui ont fait que c'était plus les boys bands français qui ont pris l'ascendant sur les Américains et les Anglais. Mais donc c'est un peu une spécificité française, ça. Bref. Donc ouais, lui à cette époque-là, il était en tournée avec, je me rappelle, avec Linkin Park, et il avait bossé avec Backstreet Boys. Du coup, il m'a dit, bah écoute,
Backstreet Boys veut que je revienne, moi je peux pas, donc est-ce que tu veux prendre ma place et faire la tournée? Donc, grosse opportunité. Ça a été un truc, ouais, complètement. Et j'ai évidemment sauté sur l'occasion et donc il m'a montré effectivement l'itinéraire de la tournée qui était Asie, Océanie, etc. Donc j'allais voir du pays et du monde. Donc ouais, non, moi j'étais complètement emballé, quoi. Et donc j'ai sauté sur l'occasion et donc voilà, j'ai commencé ça. Ça s'est bien passé et ensuite voilà quoi, ils ont continué avec moi quoi sur tous leurs projets qui ont suivi dans les années qui ont suivi quoi, voilà. Mais il y a un moment où, du coup, le Texas, l'aventure texane se termine et vous décidez de vous rapprocher de la famille de Julia, c'est ça? Ouais, alors ça a coïncidé justement avec cette première tournée. En fait, Julia donc obtient son master. Et bon, c'était clair qu'on ne restait pas au Texas à ce moment-là. Elle finit son master et moi, pendant la tournée, en fait, donc là, à ce moment-là, je suis parti. Elle finit et on déménage à Saint-Louis, donc c'est chez ses parents en attendant de voir un peu la suite, quoi. D'accord. Ok. Donc on va se poser chez ses parents à Saint-Louis dans le Missouri, donc voilà. Elle fait le déménagement avec son frère qui vient l'aider, mais moi malheureusement je suis pas là. Ah, toi, du coup, Moi je suis t'es à l'autre bout du monde. ouais, je suis à l'autre bout du monde. Ouais. Ah bah tu vois, après ce sera un truc récurrent dans notre relation, hein. Malheureusement, bref. Mais c'est vrai qu'il y a C'est elle qui se tape les déménagements. voilà, c'est celle qui se le tape. On n'avait pas grand-chose, hein. On vivait dans un petit appartement. Mais effectivement, ouais, son frère heureusement est venu lui filer un coup de main. Et en fait, alors moi, pendant cette tournée, en fait, je rencontre plein de gens super intéressants. Et en fait, l'un des techniciens avec qui je suis devenu très ami me branche sur un plan à Nashville, en fait. Il me dit Nashville, c'est là que ça se passe, faut que tu y ailles. C'est un peu une des capitales de la musique aux États-Unis. Ouais, Hein. complètement. C'est avec Los Angeles, Nashville, c'est l'autre capitale de la musique aux États-Unis. Donc, et Nashville, c'est pas très loin de Saint-Louis. Donc, Julia et moi, on n'avait pas vraiment de projet précis sur la suite du Texas. Donc, moi, je reviens de tourner, on se pose un peu chez ses parents. Et je lui propose, écoute, Nashville, ça a l'air pas mal, j'ai peut-être des plans, job, etc., quoi. Et donc, effectivement, on est parti à Nashville quelques mois, même pas, un mois plus tard, quoi. D'accord. Nous, on bouge facilement, quoi. Et voilà, c'est pas très loin de Saint-Louis, donc elle peut encore voir ses parents, sa famille, etc. Et moi, moi, en fait, je sens que j'ai un coup à jouer parce que cette première tournée, en fait, je suis tombé vraiment. Enfin, je suis amoureux. Enfin, en fait, j'ai trouvé ma vocation enfin, tu vois. Là, à ce moment-là, j'ai 33 ans et j'ai l'impression qu'avant ça, j'avais pas vraiment encore. Je tâtonnais, tu vois, professionnellement. Et là, d'un seul coup, je reste dans la musique. Je fais des tournées, je vois le monde, je vois le monde entier. C'est hyper grisant parce que quand tu fais un concert devant 15 000 personnes, c'est génial. Et donc, et puis je gagne de l'argent, enfin, c'est plutôt bien payé. Donc, moi, je me dis, bon, voilà, ça y est, c'est bon, quoi. Il faut vraiment que je m'investisse à fond dans ce truc-là parce que c'est ce que je veux faire. Tu t'éclates, quoi. Ouais. Et donc, Nashville arrive. Et effectivement, là, je commence à bosser pour le coup avec une boîte. Donc là, Backstreet Boys, ils sont en break, hein. Moi, je suis arrivé sur une fin de tournée. Là, ils font un break d'1 an, plus ou moins. Et moi, là, je bosse pour une boîte de presta son live, quoi. Grosse boîte qui fait dans le national et l'international. Donc, bref. Et j'apprends effectivement beaucoup avec eux. Et ils me mettent sur une tournée qui a été une tournée fou. Là. Ça a été aussi la douche froide parce que là, je me suis tapé une tournée country. Alors, Nashville, c'est la capitale de la country, hein. Oui, c'est vrai. Et donc, ça n'a pas loupé, hein. Je me suis retrouvé avec un musicien country qui est très connu aux États-Unis, pas du tout en dehors des États-Unis. Je sais pas si je peux le dire. Tu peux pas. Ok, d'accord, ça marche. Parce que j'ai pas que des bonnes choses à dire sur cette tournée. D'accord. En fait. Ok. Ça a été très compliqué pour moi parce que c'était. Donc là, on est en 2016. C'est pendant la première campagne de Trump.
Et l'ambiance country, en fait, c'est presque des rassemblements white supremacistes, quoi. En fait, c'est vraiment, j'ai vu des trucs, c'est complètement blanc et c'est pro arme à feu, pro MAGA, etc. À l'époque, Genre, tu le ressentais carrément dans le public alors, je ressentais dans le public, le crew, enfin la team, des techniciens, il y en avait quelques-uns qui étaient vraiment gratinés, quoi. Et notamment, tu vois, en tournée, tu partages un bus avec des collègues, quoi. Ouais. Et donc, t'es confiné, quoi, dans un bus. En vase clos, ouais. Ouais, en vase clos, ouais. Et il y en avait, c'était vraiment des vrais suprémacistes blancs. Ils avaient un fusil d'assaut dans le bus, parce qu'on sait jamais. Tu vois, tu vois l'ambiance. Ouais. Et moi, tu vois, j'essayais à l'époque, j'étais encore naïf, j'essayais d'engager la conversation. Mais oui, mais vous comprenez. Moi, je parlais un peu d'idéaux sociaux, tu vois, qu'on a en France, etc. L'éducation gratuite, la santé gratuite. Et eux, ils me regardaient en disant, mais tu vis dans un monde... un alien, quoi. Ouais, t'es un alien, ouais. T'es naïf. Voilà. Et donc, ouais, une certaine hostilité que j'ai assez mal vécue, quoi, parce que... chaque concert, je voyais je voyais les premières casquettes MAGA à l'époque. Je voyais beaucoup de t-shirts de la NRA, le lobby des armes aux États-Unis. National Rifle Association, Exactement, ouais, donc il y avait beaucoup de ça, tu vois, qui tournait. Et bon, ça a été une tournée. Tu te sentais comment en fait par rapport à ça? C'était quoi? C'était malaise ou est-ce que justement tu te sentais pas moi, j'hallucinais. safe? En fait, moi, c'était une Amérique que je connaissais pas très bien à cette époque-là, quoi. Et donc, je voyais les festivals sur lesquels on travaillait. Ils commençaient tous par l'hymne national. Enfin, c'était très propagandiste, nationaliste, tu vois. Il y avait des vétérans qui venaient en chaise roulante sur la scène. Et tu vois, c'était genre toute cette mise en scène, support the troops, thank you for your service. Enfin, tu vois, ce genre de slogan que tu entends à répétition. Et moi, je voyais un truc se former, tu vois. Et comme je te dis, on est en pleine campagne de Trump. Donc, il y avait un espèce de mouvement qui se crée à cette époque-là. Et les langues se déliaient, etc. Et moi, je me suis trouvé en terrain hostile complètement, quoi. Et en fait, il y avait très peu de gens sur cette tournée de Techos avec qui j'arrivais à parler de ce malaise que je vivais, quoi, moi, à ce moment-là. Ouais, donc le temps, du coup, doit te paraître un peu long, enfin, si tu te sens pas trop à ta place à ce moment-là. Ah ouais, moi, cette tournée-là, je me rappelle, elle a commencé en avril, elle a fini en... Je me suis barré, d'ailleurs, en août. T'es parti avant la fin? Backstreet m'a rappelé. Et là, mais là, ni une ni deux, je me suis... Sauvez-moi! Ouais. Non, ça a duré 4 mois avec des interruptions. Hein. J'étais pas 4 mois sur la route, mais ça a duré 4 mois en immersion dans l'Amérique MAGA, quoi. En gros, c'était ça, quoi. Mais en même temps, c'est intéressant. Enfin, je veux dire, d'un point de vue sociétal, c'est... Ah, faut être capable de prendre le recul pour... Moi, je suis pas sociologue. Hein. et moi, j'étais pas vraiment là pour faire un papier... Une analyse. Mais, moi, c'est vrai que je me vivais les choses un peu directement dans la tronche, quoi. Et c'était pas facile tous les jours, quoi. Et comme je te dis, j'ai eu un coup de fil, en fait, de Backstreet qui reprenait du service, quoi. Et ni une des deux, je me suis dit, allez, terminé, quoi. Et, let's go. Et du coup, en fait, c'est là où l'aventure Nashville s'arrête pour nous, parce que Julia, elle est pas, elle s'y plaît pas forcément très bien. C'est comme le sud des États-Unis, tu vois. Il y a un côté, moi, ce que j'avais vécu avec tout ce qui est racisme et white supremacy, etc. Elle aussi, elle le vivait à la maison. Elle le vivait un peu moins, mais c'est vrai qu'on sent c'est le sud, quoi. C'est un peu traditionnel, religieux, etc., conservateur. Et c'est pas forcément une ambiance qui nous convient, voilà, quoi. Après, Nashville, c'est quand même une grande ville, etc. Mais bon, voilà, il y a des petites choses, des petits trucs que tu vois qui sont pas super agréables, quoi. Voilà. Et donc voilà. Et là, retour à Saint-Louis. Moi, Backstreet Boys, ils me disent voilà, on reprend du service pour là les 3-4 années à venir. Donc, peu importe où tu habites, de toute façon, tu nous suivras du moment qu'il y a un aéroport, c'est bon. Trop bien. Et donc, là, on se dit, bon, on retourne près de la famille à Saint-Louis, quoi. Donc, voilà. Mais cette fois-ci, vous vous installez chez vous, enfin, pas chez les parents. On s'achète une maison à Saint-Louis. D'accord. Ouais, exactement. Ok.
Comment tu fais pour gérer le fait d'être absent si souvent? J'imagine que ça doit pas être facile non plus. Ouais. Par rapport à, je sais pas, ta vie de couple, justement, le fait de t'installer dans un territoire sans y être beaucoup, finalement? Ouais, alors ouais, là c'est tout un pan de ma vie, en tout cas aux États-Unis, que tu mets le doigt sur un truc assez sensible en fait. Effectivement, j'ai la chance de voyager beaucoup, mais c'est vrai que les villes et les endroits où on vit, en fait, j'ai du mal à me les approprier parce qu'en fait, je vis pas, je n'y travaille pas. Et donc, cette année à Nashville, bon, ça a été ce que ça a été. Et ensuite, on a passé donc 5 ans à Saint-Louis. Et c'est vrai que moi, c'est ce que j'appelle en fait un double déracinement, en fait, un déracinement au carré, quoi. Parce qu'en fait, j'habite, donc j'arrive dans une ville que je connais pas, que je dois me familiariser, que je dois m'approprier, en fait. Et en fait, c'est très difficile de s'approprier d'une ville, de se la rendre, ouais, de s'approprier en n'étant pas là, quoi, en n'ayant Bah pas une ouais, vie, bien sûr. en n'ayant pas une vie. Enfin, le boulot, c'est quand même un truc qui t'ancre dans une ville, tu vois, qui te permet de découvrir cette ville, d'avoir des collègues, d'avoir des lieux que tu fréquentes au quotidien, quoi. Et en fait, moi, j'avais pas vraiment de lieu que je fréquentais au quotidien. Et ça a été compliqué, quoi. Et ça l'est encore, en fait, ça l'est encore, à moindre mesure à Los Angeles. Mais c'est vrai que moi, donc les 5 années à Saint-Louis, j'étais beaucoup. Donc on a fait une résidence à Vegas à ce moment-là qui a duré 2 ans. Donc moi, j'étais quasiment un mois sur deux, j'étais pas là, j'étais à Vegas. Et ensuite, il y a eu une tournée mondiale qui s'est enchaînée. Donc, pareil, je me rappelle que l'année 2019, je crois que j'étais parti 8 mois sur 12. Ah la vache. Ouais. D'accord. Donc, tu n'étais même plus résident fiscal, en théorie en tout cas, des US, quoi. Enfin, Ouais, de là où tu ouais, habites, dans le Missouri. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est assez fou. Mais ouais, l'année 2019, j'étais quasiment pas là. Et donc, ouais, c'est difficile de s'ancrer, de s'enraciner dans un endroit que finalement tu vis pas à 100%. Dans lequel tu quoi. n'évolues pas tant que ça. Quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et au niveau du couple, comment ça se passe? Ça doit pas être facile non plus? Ouais, Vous arrivez à tenir le coup? Il y a des hauts et des bas, il y a des phases qui sont plus difficiles que d'autres, mais dans l'ensemble, on s'en sort, quoi. On a fait un petit peu de thérapie de couple à un moment donné parce que c'était un petit peu compliqué, en fait, les relations à distance. Mais on est un couple solide et on parle, on communique beaucoup, et dès qu'il y a une petite tension, quelque chose qui va pas, on arrive tout de suite à la mettre à plat et l'adresser. Et puis voir des psys ou un psy pour quand on sent qu'on a besoin d'un petit tu vois, un petit coup de pouce, quoi. Et Bien sûr. il y a pas de souci, quoi. Au contraire, c'est hyper bien, quoi, de faire ça, quoi. C'est hyper sain, c'est clair. Ouais. Au final, du coup, tu as vécu donc au Texas, au Tennessee, dans le Missouri. Tu nous parlais de de ce sentiment de déconnexion finalement de ton environnement, mais aussi un peu des locaux dans la tournée que tu mentionnais, par exemple. C'est des États à tendance conservateur. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que tu vis un peu à l'opposé, au sens où tu es en Californie, à Los Angeles, qui est un des États les plus progressistes aux États-Unis. Comment est-ce que tu es arrivé à Los Angeles? Comment est-ce que ça s'est décidé? Parce que du coup, vous avez acheté une maison dans le Missouri, vous vous installez, la vie est belle. Ouais, ça, effectivement, l'aventure aurait pu s'arrêter là, ouais. Mais non, moi, en fait, plus j'avançais dans ma carrière et plus je faisais des connexions, et en fait, plus tous les signaux pointaient vers Los Angeles. En fait, j'ai effectivement rencontré beaucoup de gens qui sont basés à Los Angeles, et j'allais souvent à Los Angeles pour faire des préparations de tournée, pour faire des répétitions, etc. Donc en fait, moi, j'y passais de plus en plus de temps. Pour moi, c'était fallait transformer l'essai, en fait, tu vois. À Saint-Louis, en fait, il y avait zéro opportunité professionnelle pour moi, ou alors très très peu, parce que tout se passe, enfin beaucoup de choses se passent à Los Angeles dans mon industrie, quoi.
Et en fait, j'étais dans une phase ascendante en termes de carrière, de réseau, voilà, de connaissances, etc. Et donc, moi, ça a commencé à germer dans mon esprit l'idée en fait, d'aller vraiment vivre à Los Angeles et de faire l'expérience de cette ville et de consolider son réseau, avoir plus d'opportunités, etc., quoi. Et puis du coup aussi, ça te permet, vu que tu voyages beaucoup, peut-être aussi de pouvoir amener ta famille, quoi, de pouvoir vivre avec ta famille sans avoir à te barrer tous les 4 matins. Alors voilà, très bien, effectivement, c'est exactement ça. Là par exemple, là, j'ai une tournée qui est en préparation et avril et mai qui arrivent là. Ce sera de la préparation, de la répétition, etc. Et tout se passe ici à Los Angeles. Les studios de répétition sont, tu vois, à 10 minutes de chez moi. Donc, je sais que tous les soirs, ça va être 2 mois de prep très intense, mais tous les soirs, je dormirai dans mon propre lit, je dînerai avec mon épouse, etc. Donc, effectivement, ça, c'est 2 mois qu'on va pas me voler, et qu'on va pas voilà, que je pourrais passer, mine de rien, ici chez moi, quoi. Donc, ouais, Los Angeles, ça a énormément de sens parce que, effectivement, je peux faire beaucoup de choses ici en étant toujours à la maison, quoi. Et puis effectivement le pari que j'avais en venant à Los Angeles, qui était effectivement d'étendre mon réseau, de faire plus de connaissances et de vraiment m'établir professionnellement dans cette industrie qui est assez niche, qui est une grosse industrie, mais finalement les gens, je croise beaucoup les mêmes personnes au final, quoi. Et donc, le fait d'être à Los Angeles, moi, ça m'a permis de m'établir beaucoup plus solidement dans cette industrie. Et je suis beaucoup plus sollicité maintenant que je suis là, plutôt que perdu au fin fond du Midwest, quoi. Et puis, effectivement, comme tu dis, un État beaucoup plus libéral, plus progressiste, etc., qui est quand même un environnement qui me correspond plus et voilà, qui est plus agréable pour moi au quotidien. Puis-je vous demander maintenant de bien vouloir répondre aux questions qui vont vous être posées? Oui, avec plaisir. Question pour un champion. À toi de jouer, Jeannot. Alors écoute, avant de raconter la suite de ton histoire, je ne sais pas si tu sais, Romain, mais je fais de plus en plus de petites apartés de Fire Question. Ah oui, j'ai vu ça. Donc voici notre petite séquence de Fire Question pour découvrir Romain entre amour interculturel, n'est-ce pas, et je sais pas, rêve américain, la vie dans 4 États américains. Première question, tu réponds donc du tac au tac en Fire Question. Le rêve américain, est-ce un mythe ou une réalité ? Vous avez 4 heures. Ah, il en a pris un sacré coup dans l'aile, le rêve américain, hein, surtout récemment. C'est un mythe, je dirais, parce qu'on nous l'a vendu pendant des années, quoi. Après, est-ce que je peux nuancer ? Je sais que c'est du tac au tac, mais je voudrais nuancer parce que c'est vrai qu'il y a des opportunités. Ça, je peux pas le nier. Et moi, j'en ai profité moi-même, quoi. J'ai eu des opportunités ici. Je sais pas comment ma carrière ça aurait évolué en France si j'étais resté en France. On le saura jamais. Mais je dois avouer que des gens m'ont fait confiance, des portes se sont ouvertes. Et effectivement, il y a quand même une culture où voilà, c'est assez facile, c'est moins cloisonné, voilà, quoi. Mais après, le rêve américain, aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué de parler de rêve américain. C'est un combat aussi, hein, beaucoup. Hein. C'est pas facile. Hein. C'est une société qui est très, très rude. Il n'y a rien qui t'est donné. Ouais, il y a des opportunités, mais il n'y a rien qui t'est donné. Moi, c'est un peu l'impression que j'ai. Ouais, on t'ouvre une porte, mais on te la referme très facilement. C'est ça. Deuxième question, ta plus grosse claque culturelle en arrivant aux US? Ça peut être, je sais pas, le monde du travail, ça peut être la vie de tous les jours, ça peut être ce que tu veux. L'anecdote de la plage dont je t'ai parlé plus tôt, c'est vrai que ça m'a vraiment fait un choc. Transformer une plage en parking, ça m'a vraiment fait un choc. Tu m'étonnes. Parce que c'est vrai que moi, je rêvais de vivre au bord de la mer et quand j'ai vu ce qu'ils en avaient fait, ça m'a... Voilà, j'étais pas content. Mais sinon,
Plus grosse claque. Ah, moi, je pense que je vais rester là-dessus parce que je m'en souviens bien. C'était, tu vois, c'était il y a 12 ans et c'est un truc que je raconte encore. Donc, ouais, voilà, Ouais. ce sera ça. Troisième question, si tu partais demain, c'est quoi le truc qui te manquerait plus du pays? Ah, les toilettes publiques partout. Ah, je l'ai pas vu venir. Ok. Non, C'est vrai bah, qu'à Paris, il faut mettre une petite pièce et c'est pas forcément propre, Ouais, non, mais c'est pas gratuit et il y en non, a pas partout. ouais, non, c'est un truc qu'ils font bien les Américains, c'est effectivement c'est que partout où tu vas, tu seras sûr d'avoir des toilettes propres, voilà. Non, mais je déconne. Non, mais je sais qu'en vivant à Los Angeles, moi, le climat me manquera énormément parce que c'est exceptionnel. Je comprends pourquoi Los Angeles, effectivement, a cette réputation et c'est aussi attractif, c'est que tu te lèves tous les matins avec grand soleil et ciel bleu. T'as pas Et, te posé la mine de- question et mine de du temps rien, qu'il y a à faire. Ouais, mine de rien, tu commences ta journée vraiment de manière positive parce que ça influe sur ton moral, quoi. Et ça, ici, c'est quand même super agréable, quoi. Je dois Ouais, avouer. je comprends. Le Midwest en un mot, parce que c'est un coin des États-Unis en fait qui est énorme, mais dont on parle assez peu finalement dans les médias étrangers, enfin tu vois, genre en France ou dans d'autres pays. Le Midwest, c'est quoi? Parce qu'il y a quand même beaucoup de clichés à dire, ah, mais c'est un peu plouc, ou c'est très redneck, ou c'est, enfin tu vois. Comment est-ce que tu définirais toi le Midwest pour y avoir vécu? Le Midwest, c'est après t'as les villes et les campagnes, hein. Il y a aussi il y a une grosse différence entre les deux de mentalité. Non, mais le Midwest, c'est vrai que c'est une zone, c'est le flyover country, hein. Donc on passe par-dessus d'une côte à l'autre. C'est vrai. C'est vrai que il y a les gens sont très sympathiques. Enfin, je veux dire, c'est un rythme un peu plus lent et le contact est très facile avec les gens. Après, derrière, le contact est facile, mais après, il y a pas forcément grand-chose derrière. Mais au moins, c'est facile de C'est plus parler. facile qu'à Los Angeles. Ouais, bah, Los Angeles, c'est la grande ville, donc les gens n'ont pas forcément le temps, quoi. Mais effectivement, le Midwest. Mais après, il y a un vrai. Ce qui est assez bizarre, c'est il y a un vrai complexe d'infériorité, quoi. Les gens du Midwest Ah ouais? se sentent un petit peu, surtout quand tu vas sur les côtes, se sentent un petit peu. Il y a un complexe d'infériorité que j'ai remarqué. Surtout, voilà, les villes comme Saint-Louis, etc., qui sont un petit peu délaissées, en fait. Chicago, c'est différent, hein. C'est vraiment la grande ville du Midwest et je pense que la mentalité est différente. Mais c'est vrai que Saint-Louis, il y a il y a beaucoup de problèmes à Saint-Louis. C'est une ville qui est, ouais, qui a eu un âge d'or à un moment donné, il y a longtemps, et qui aujourd'hui vraiment est un peu en perdition, quoi. Et il y a des problèmes raciaux, etc., quoi. Donc c'est vraiment difficile, quoi. Mais bon, des gens très sympathiques, quoi, en vrai, qui ne demandent qu'à être connus, quoi. Eh ben, très bien. Et si on reste sur le Midwest en un plat? Barbecue. Ah ouais? Moi j'aurais Ah dit bah, au Texas, ça. J'aurais dit plutôt dans le sud des Alors, US. ouais, mais Ah oui, mais remarque, t'as les ribs. non, mais Saint-Louis. alors le Texas, c'est ce qu'on appelle les smoke barbecue. Enfin, c'est vraiment très très long. Ça prend 24 heures, etc. Mais ouais, non, le barbecue de Saint-Louis notamment est exceptionnel, quoi. Vraiment très très bon. Ouais. Donc Tu ouais, nous le non, décris? C'est quoi? bah c'est des ribs, c'est des briskets. Ça aussi c'est assez texan, mais c'est des sauces barbecue, donc un peu sucrées, un peu épicées, etc., qui sont très bonnes, quoi. Et puis accompagnées, tu vois, de beans, de frites, etc., qui sont voilà. Bon, c'est très bon. Moi depuis quelques temps, je suis végétarien, donc c'est Ah oui, terminé. C'est terminé le barbecue, quoi. Mais c'est vrai mais qu'il y a t'en une gardes un bon époque, souvenir. ouais, il y a une époque, c'était pas mal, quoi. C'était ton Ouais. staple.
Ok, une dernière question du coup sur l'amour interculturel. C'était quoi pour toi la grande différence? Parce que du coup, tu as rencontré ta femme à 30 ans, si j'ai bien calculé. Ouais, exactement. Du coup, j'imagine que tu as eu des relations avant. Ça a été quoi pour toi, je sais pas, le plus gros choc ou la plus grande différence que tu as notée entre voilà, être amoureux d'une Française ou d'une Américaine? Voilà, c'est une question piège, ça. C'est vrai? Ah oui, en plus, ta femme parle français, donc elle va écouter l'épisode. Ah, c'est sûr, ouais, c'est sûr qu'elle va l'écouter. Ouais. Non, après, moi, ce que j'aime beaucoup par rapport à ma femme, c'est effectivement, et qui est assez américain, on va dire, c'est l'optimisme, en fait. C'est que c'est une personne qui est très optimiste, qui est très lumineuse, et moi, c'est vrai que moi, ça contrebalance très bien mon côté râleur et un peu pessimiste, parce que je vais pas... Un bon équilibre. Ouais, je vais pas mentir, c'est vrai que je suis assez français, je suis très français quand il s'agit de me plaindre et de voir le verre à moitié vide, quoi. Mais c'est vrai que Julia est très, très optimiste, très positive, et moi, j'ai trouvé ça extrêmement inspirant et rafraîchissant quand je l'ai rencontré, et ça continue encore aujourd'hui, quoi. C'est vrai Les Américains en général, c'est vrai, sont quand même assez optimistes. On est d'accord, ouais, on est d'accord. C'est vrai que l'optimisme du peuple américain, c'est un fait, quoi, ça existe. Moi, parfois, ça m'énerve parce que je voudrais qu'ils soient un petit peu plus, qu'ils se secouent un petit peu plus, et qu'ils se disent attention, alerte, tu vois, et que c'est pas ouais, tout va bien tout le temps, parce que tout ne va pas bien tout le temps. Mais bon, voilà, pour en rester vraiment dans l'environnement du couple, en disant qu'on se contrebalance plutôt bien, parce que voilà, quoi, chacun apporte sa vision, et on arrive plus ou moins à trouver un juste milieu. Même si parfois elle se plaint que je la tire vers le bas. Parce que donc elle se plaint. Donc elle a un petit côté français. Ah, bien sûr qu'elle se plaint, en fait, forcément. Mais ça, c'est moi qui la tire, qui la pousse à se plaindre. Bravo, c'est gagné! Bien joué, les gars. Justement, pour revenir un peu à ton parcours, ta femme, elle est devenue française. Je crois que tu me disais que c'était pendant la pandémie que vous avez décidé, toi, tu es devenu américain, elle qu'elle devienne française, et que vous ayez finalement le passeport l'un de l'autre. Ouais. Et aujourd'hui, vous réfléchissez à un retour en France. Avant que tu me racontes tout ça, j'aimerais bien en fait que tu me parles de l'évolution de ton rêve américain. Tu es venu par amour. J'ai l'impression que tu as eu beaucoup d'opportunités, mais tu as aussi bossé comme un dingue pour les avoir. Donc, je pense pas, mais tu me dis si je dis des bêtises, que tu regrettes quoi que ce soit. Mais en discutant un peu avec toi avant cet épisode, j'ai l'impression que tu arrives à la fin d'un chapitre aussi, d'une certaine manière. Ouais, comme je te dis au début, le début des États-Unis, c'était effectivement le début d'un chapitre qui était assez clairement signalé, tu vois, sur mon chemin, quoi. Tout s'était un peu aligné à ce moment-là. J'ai zéro regret parce que j'ai effectivement évolué énormément ici aux États-Unis. Aussi bien en relationnel, en vie de couple, que professionnellement. Moi, ça a été une ascension, en fait, vraiment très marquée ici, parce que je me cherchais vachement. Moi, je me suis cherché encore pendant très longtemps, quoi, et ici, j'ai vraiment... Tu manquais de confiance en toi avant ça, tu veux dire? Ouais. Je manquais de... Et puis, j'avais pas forcément d'ambition ou de vision, tu vois. Moi, j'ai jamais vraiment... Je suis sorti, j'ai eu mon bac, je savais pas ce que je voulais faire, enfin, voilà, tu vois. Donc, j'avais pas forcément de vision précise, quoi. Et en fait, j'ai vraiment trouvé ma vocation ici. J'ai eu les opportunités qui sont tombées en même temps. Donc, en fait, tout s'est très bien goupillé. Donc, moi, mon expérience aux États-Unis, elle est quand même positive en règle générale. Je suis très content de là où je suis aujourd'hui après ces 12 années passées ici, quoi. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a eu des passages difficiles. Il y a eu des réalisations... moi, je te parlais de la tournée de country qui a été et suivie ensuite de l'élection de Trump, qui ont été, moi, qui m'ont pas mal miné à cette époque-là. Et voilà, être confronté au système de santé qui a aussi été, tu vois, des petites choses qui sont accumulées et qui m'ont fait comprendre que, en fait,
la vie aux États-Unis, c'est pas du tout le rêve, quoi. Ça peut être très compliqué, ça peut être très contraignant et très stressant, quoi. Vraiment, moi, je suis un peu un stressé, hein, tu vois. Donc, ça peut m'affecter assez facilement, ce genre de choses. Ouais, donc voilà, moi, il y a eu des phases, il y a eu des étapes comme ça qui ont fait que mon rapport à la vie aux États-Unis a évolué. Avant ça, tu te projetais genre à vie aux US? Ah, je peux pas dire à vie parce qu'on sait jamais ce que la vie Bien nous sûr. réserve, mais effectivement, je voyais ça sur du long terme, quoi. Comme une option, quoi. Ouais. Ouais, je me disais c'est possible que j'y reste le reste de ma vie, quoi. Et effectivement, de moins en moins, parce que en fait, il y a quand même un truc, il y a quand même un truc qui en France me manque beaucoup. En fait, c'est juste, c'est plus à l'échelle humaine, quoi. C'est plus, j'ai l'impression qu'on fait plus société en France. Et moi, je trouve ça rassurant de faire société, d'être. Ça veut dire quoi, faire société? Bah, c'est-à-dire être société, c'est, tu vois, être dans des lieux où tu as du lien social, quoi. C'est-à-dire que tu as des petits commerces, tu as des marchés, tu as des places, tu as une vie dans la rue, tu n'es pas seul. Ici, aux États-Unis, tu es très seul, en fait. Il y a une grande solitude. Moi, je trouve personnellement que tu vas de chez toi à ton travail en voiture, tu croises peu de gens. Tu as peu de lieux finalement ce que j'appelle faire société, où tu peux tu te retrouves avec d'autres personnes, etc. Tu te rends compte, c'est très, très compartimenté, pardon, et il y a très peu de places, de lieux, de marchés où tu as l'impression de faire société. Et puis aussi faire société, c'est aussi politique, hein, c'est-à-dire des services publics, des écoles, des hôpitaux, des transports, etc., qui fait que tu fais partie d'un tout, quoi, d'une société, quoi. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, moi, j'ai une sensation parfois d'être juste un consommateur et j'ai pas vraiment l'occasion de faire société. Excuse-moi de reprendre cette expression 15 fois, mais c'est vrai que je me sens, il y a un peu une solitude et quand je partage cette impression avec d'autres gens, les gens souvent me sont assez d'accord, quoi, parce que même s'ils s'en rendent pas forcément compte, mais donc moi ça me manque, quoi, ce genre de petites choses, tu vois, les assos, les trucs comme ça en France qui font plein de choses bien. Et donc moi, aujourd'hui, j'aspire plus à une vie peut-être un petit peu plus simple et un petit peu plus proche des autres, quoi. C'est un peu moins individualiste, quoi. Mais ouais. Et comment est-ce que, parce que en vivant aux États-Unis depuis plus de 10 ans, on a tous des trucs qui nous manquent, tu vois, de là où on vient ou d'autres endroits où on a vécu. Comment de ce constat de choses qui te manquent, comment est-ce que toi et ta femme, vous en arrivez à la conclusion de « Ok, on va aller s'installer en France ». Bah écoute, c'est juste que... bon, après là, tu vois, l'installation en France, c'est un projet. Ça se fera probablement, mais on est encore... c'est encore... Ouais, vous n'avez pas les billets, quoi. Ouais, on n'a pas les billets. Mais et de toute façon, on a des choses à finir ici et voilà. Et donc, si ça se fait, ce sera pas avant probablement 2 ans. C'est un peu le temps qu'on se donne parce que c'est pas non plus une décision qu'on va prendre à la légère si on le fait. Disons que Los Angeles, tu vois, c'est une Mais ville c'est qui marrant coûte... parce que je me Vas-y. permets de réagir parce que tu dis on va pas la prendre à la légère et tout. Mais pourtant, tous les déménagements que tu as eus jusqu'à présent, c'est des trucs qui se sont faits très rapidement, quoi. On a identifié un coin où on sera heureux, on y va. Ouais, c'est pas faux, mais enfin, le déménagement à Los Angeles, ça faisait longtemps qu'on en parlait quand même. Et notamment la crise du Covid, où on a quand même, pendant les 2 ans, où on se disait quand les choses rouvrent, etc., on pense faire le pas, quoi. Donc on a eu le temps d'y réfléchir. C'est vrai que les mouvements précédents, ils étaient un petit peu plus spontanés, quoi. Je sais plus ce que je disais du coup, mais c'est vrai qu'en fait, tu vois, aujourd'hui, en fait, je pense qu'on est arrivé à un moment, un embranchement, tu vois. En fait, Los Angeles, c'est super. Moi, je suis venu ici
pour bon, la vie est super. Hein. Moi, j'aime beaucoup cette ville. Hein. Moi, c'est une des villes préférées dans laquelle j'ai vécu. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, quoi. Et puis professionnellement, effectivement, ça paye quoi, d'être ici pour moi. Et puis Julia s'y plaît aussi beaucoup, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est le bon endroit, tu vois, pour fonder une famille, pour y vivre vraiment sur le long terme? Ça coûte très cher, hein. Je vais pas te mentir, c'est quand même compliqué, quoi. Moi, si je veux gagner assez d'argent pour notamment voilà, fonder une famille, effectivement, on parle de projet, d'avoir des enfants, etc. Mieux vaut tard que jamais. Moi, il faudrait ouais. Moi, il faudrait que je sois parti du coup 8 mois sur 12 pour vraiment pouvoir payer voilà, l'école, machin, la santé. Comme je te disais, on a des assurances robustes parce qu'on en a besoin de assurances santé. Donc notre assurance santé à deux, c'est déjà assez monstrueux. Et si on rajoute un enfant derrière, ça va être très compliqué. Donc, moi, c'est vraiment des considérations purement, tu vois, pécuniaires, financières, qui font que. Et puis, on n'a pas de famille ici, on n'a pas de support, de soutien familial, qui est vraiment assez indispensable aux États-Unis, parce que les services, le child care, ça coûte extrêmement cher. Donc, c'est vrai que c'est un investissement sur le moyen terme qu'on a fait en venant ici, mais c'est pas forcément le bon endroit pour nous pour sur du long terme, quoi. En tout cas, si ça demanderait énormément d'efforts et probablement de stress que d'arriver à, tu vois, à vivre correctement ici, à pouvoir vraiment être bien. Et donc, ouais, moi, comme je te disais, j'aspire plus à une vie un petit peu plus simple et en fait, pour l'instant, je suis en train de prendre ce que j'ai à prendre ici et ça se passe plutôt bien. Voilà, là j'ai une grosse tournée qui va arriver et en gros, je vais Avec qui? avec un groupe qui s'appelle Nine Inch Nails. Je connais pas. Ouais, c'est des anciens, ils sont assez légendaires. Mais ouais, gros groupe des années 90 et voilà. Trop bien. C'est de l'indus rock. Du rock indus. Ok. Et donc voilà, on passera à Denver en août. Ah bah très bien, tu peux signer. Et à Bercy en juillet. Voilà. Très bien. pour les Parisiens. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est juste une fois que j'aurai vraiment. Et tu vois, en fait, en plus, moi, je suis mobile. En fait, je peux rentrer en France. Je connais plein de gens en fait qui sont dans l'industrie de la musique. Il y a beaucoup d'Anglais, tu vois, qui font l'aller-retour entre l'Angleterre et les États-Unis sur des tournées américaines, etc. Et eux, quand je les vois, ils se gavent parce que ils sont payés avec des salaires américains et ils vivent en Angleterre. Et l'Angleterre, c'est quand même moins cher que vivre aux États-Unis. Donc, ils sont très contents de ce deal, quoi. Et je me dis, pourquoi pas, tu vois, une vie un petit peu plus simple en France, tout en gardant le pont avec les États-Unis, quoi. Parce que c'est possible de faire... le meilleur des deux mondes. Ouais, voilà, exactement, quoi. Et ce sera un peu mon objectif sur ces prochaines années, quoi. Voilà. Et ta femme, elle en pense quoi alors de ces... Même si j'ai compris du coup que le changement n'est pas pour demain, mais comment est-ce qu'elle se projette par rapport à ces projets? Ma femme, clairement, elle est francophile, elle a vécu en France, elle parle français, donc elle, la France, elle a vraiment un attachement à la France qui est réel. Elle est tout à fait pour le fait de vivre en France. D'accord. Elle s'entend très bien avec ma famille, il n'y a pas de souci là-dessus. Trop bien. Elle est très proche de sa propre famille, donc ça c'est vraiment c'est un peu le point noir, quoi, parce que là on est encore à 3 heures d'avion de Saint-Louis, mais si on va en France, ce sera plus compliqué. Donc ça c'est un petit peu le point négatif, quoi. Mais comme je te disais auparavant, on est tous les deux donc des travailleurs indépendants. En fait, elle est en train de finir une formation de psychologue, psychothérapeute. Donc
elle pourra aussi transférer ça en France, même s'il n'y a pas d'équivalence, elle pourra effectivement voir encore des patients américains ou expatriés en France, etc. Donc c'est transférable, c'est possible. Voilà, on verra dans 2 ans la situation, Vous nous en êtes, on quoi. en est, la situation géopolitique aussi qui change du jour au lendemain en ce moment. Mais ouais, voilà, c'est vrai que ce serait un peu notre projet à long terme, quoi, à moyen long terme. La question avant de conclure que je t'aurais posée en fait sur tout ça, sur ce chapitre en fait dont tu me parles, qui approche de sa fin. C'est pas la fin du livre, mais juste du chapitre. Il y a une vraie question aussi que j'avais fait une série il y a quelques années qui s'appelle Should I Stay or Should I Go? Et dedans, je me souviens qu'on m'avait expliqué que en fait, au bout de, je sais plus ce que c'était le chiffre, 2, 3, 4 ans, passé à l'étranger, le retour est plus compliqué parce qu'en fait, sur le papier, tu es aussi français qu'américain. Mais en toi aussi, enfin, je veux dire, en toi, tu vis aux États-Unis, tu vis comme un Américain, aux côtés d'autres Américains, aux côtés d'une Américaine en particulier, bien sûr. Et du coup, je me demande juste comment est-ce que tu anticipes une adaptation au rythme français? Tu as l'air d'être enthousiaste à l'idée de retrouver un rythme de vie un peu plus simple, mais je ne sais pas si tu veux élaborer un peu là-dessus. C'est sûr qu'il y aura un contre-coup, quoi. Ça, je l'anticipe et je sais que c'est pas si facile en fait. Et comme tu dis, ouais, après 12 ans, et si on attend encore 2 ans, donc on sera à 14-15 ans, quoi. C'est sûr qu'il y aura je sais plus comment ça s'appelle, le reverse culture shock. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Donc ouais, c'est sûr que ça va exister. Et en fait, ma réponse à ça, en fait, c'est un peu ce que je te disais. En fait, c'est moi, je compte pas en fait couper les ponts avec les États-Unis parce que De toute manière, votre famille est franco-américaine. Enfin, elle va pas devenir que française du jour au lendemain. Exactement. On restera un couple binational de toute façon. Et chacun dans notre couple, on est vraiment très attaché à notre culture d'origine. Donc, il n'y a pas de souci. Et on la partage tout le temps. Donc, ça, c'est un peu les fondations de toute façon de notre couple. Moi, professionnellement, je compte de toute façon faire des allers-retours encore et encore travailler avec des Américains, etc. Donc, et je pense qu'en fait, c'est surtout professionnellement parlant qui, moi, me poserait problème. Ouais. Alors après, j'ai effectivement discuté avec des ingénieurs du son qui font un peu ce que je fais en France. Et c'est vrai que la mentalité au travail en France est assez différente, en fait, d'après ce qu'on a pu me décrire. Moi, je n'ai pas fait l'expérience directement, mais c'est un petit peu plus, comment dirais-je, c'est vrai que les Américains, bon, bah, et voilà, ils ont un espèce de drive au travail, comme on parlait d'optimisme, etc. Donc, c'est vrai que ça bosse plutôt bien. En plus, j'ai la chance de travailler dans une industrie qui est vraiment très, très, enfin, à la pointe, en tout cas aux États-Unis. C'est vraiment eux qui ont posé les bases de cette industrie. Donc, j'ai la chance de travailler avec des gens qui sont extrêmement pointus, extrêmement professionnels, etc. Alors, je dis pas qu'en France, je travaillerai pas avec des gens aussi pointus, mais je pense que c'est pas la même mentalité au travail, quoi. Et je pense que ouais, moi, les méthodes de travail seraient peut-être un petit peu. Enfin, je serais peut-être pas prêt pour bosser avec des l'adaptation. Français. Voilà. Après, moi, là, je pense que la vie au quotidien, ça me dérangera pas plus que ça, que de repasser sur un rythme plus à la française. Tu vois, moi, déjeuner pendant 2 heures, ça me dérange pas du tout, hein, avec plaisir, hein, plutôt que de manger sur le pouce. Devant ton ordi. Ouais. Ouais, non, moi, c'est des choses qui me plairaient, quoi. Mais tu vois, profiter un petit peu plus, quoi. Mais ouais, effectivement. Ouais, voilà. Ce sera pas facile de toute façon, ça, j'en suis à peu près sûr. Mais je pense que ça en vaut le jeu en vaut la chandelle.
Ouais. Eh ben, écoute, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Tu connais le podcast, je sais que tu l'écoutes régulièrement, donc tu connais cette question traditionnelle. Si tu pouvais te chuchoter un petit truc au creux de l'oreille, pas forcément pour changer le cours de ta vie, tu vois, mais je sais pas, un petit conseil, que tu pouvais revenir en arrière, tu reviendrais à quel moment et tu te dirais quoi? Ouais, alors j'y ai pensé. C'est vrai qu'en fait, ce qui est cool, c'est que quand tu sais pas, et bah tu t'avances. Enfin, tu prends des décisions au feeling, à l'instinct. Et en fait, c'est un peu comme ça que j'ai vécu ma vie, en essayant d'écouter mon intuition, et ça a plutôt bien fonctionné. Donc je suis pas mécontent de là où je suis arrivé aujourd'hui. Mais je reste quand même quelqu'un tu vois, d'angoissé quand même un peu. Et en fait, non, je pense que, tu vois, je reviendrai probablement quand je me suis retrouvé, tu vois, après le bac, où je savais pas trop ce que je voulais faire. Et en fait, je voudrais juste tu vois, je reviendrai me dire que ça va bien se passer, tu vois. Fais-toi confiance, suis ton intuition et ça va bien se passer. Parce que il y a des hauts et des bas, et c'est vrai que les bas, je me dis toujours que ça y est, c'est fini, quoi. Je vais pas repartir ou je sais pas quoi. Mais comme en fait, j'aimerais bien qu'il y ait mon moi dans 20 ans qui vienne me voir aujourd'hui et qui me dise que ça va bien se passer, tu vois. En fait, Donc continue de te faire confiance et de te fier à tes instincts, quoi. Ouais, effectivement, c'est l'idée, quoi, de base. Et mine de rien, c'est l'idée que je base, que j'ai suivie. Et donc, faut que je vais continuer à la suivre. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où tu perds un peu, tu perds la foi, quoi, sans partir. Pour faire une métaphore un peu religieuse, mais je suis pas du tout comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où, quand ça va pas très bien, moi, les années Covid, ça a été très compliqué, hein. Parce que tout s'est arrêté. J'étais au chômage, je savais pas quand ça allait repartir, ou si je devais changer de métier alors que j'avais enfin trouvé ma vocation. Donc, tu vois, ça a été compliqué, mais bon, au final, ça s'est bien goupillé à la fin. Mais donc voilà, quoi. Ouais, continue à suivre l'intuition, quoi. C'est ça. Eh ben écoute, je te souhaite plein de bonheur, que ce soit professionnellement, parce qu'on en a pas mal parlé, mais pour tout le reste à côté aussi. On ne manquera pas de suivre du coup l'évolution de ta réflexion, ainsi que celle de Julia, ta femme, par rapport à un retour potentiel en France. Et puis, merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi, c'était très chouette. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Et du coup, on se voit en août à Denver, c'est ça ? Écoute, ouais, t'es invité au concert, je t'enverrai des places. Trop bien. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que s'il y a des gens qui passent au mois d'août dans le Colorado, il y a un rassemblement d'auditeurs et d'auditrices de French Expat à côté de Denver le week-end du 17-18, un truc comme ça. Si vous voulez des infos, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà. Super. Bonne journée, Romain. Merci, toi aussi. Salut. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Romain pour ce chouette moment qu'on a passé ensemble. Et je vous dis un grand merci à vous aussi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, vous le savez, je vous le répète chaque semaine, mais ça compte énormément. Alors je le répète encore une fois, n'hésitez pas à le partager autour de vous, que ce soit dans la vraie vie, c'est-à-dire avec des humains en face de vous, ou sur les réseaux sociaux. Chacun de vos partages compte énormément. Alors merci d'avance. La semaine prochaine, on reste en Californie. Et on part à la rencontre de Guillaume. Je vous laisse découvrir un petit extrait. Dès que j'ai su qu'elle pouvait partir, je savais que le risque qu'elle ne revienne pas était très haut. Et donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais déjà embauché un avocat au Kazakhstan. On avait demandé à la juge qu'il y ait des AirTags
sur la poussette et le manteau de mon fils, comme ça je savais toujours où il était. Donc la juge avait autorisé et on avait demandé appel vidéo tous les jours et qu'elle envoie des photos. Donc il y avait des règles qu'on avait demandé et tout. Et donc elle a joué le jeu, donc elle devait partir 15 jours, elle a joué le jeu les 12 premiers jours et puis 2 jours avant le retour, en fait on a eu Covid. Donc j'ai décalé le voyage du retour d'1 semaine et puis comme notre fils dort, tu peux pas lui parler. Et puis là je vois les AirTags ont été désactivés. Non, c'est pas Covid. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Encore merci d'être là plus nombreux chaque semaine. C'est un énorme plaisir de faire ce travail avec et pour vous, alors merci encore. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour cette nouvelle histoire. À très vite!